En mars 2011, des ouvriers rénovant un ancien hôtel du 8e arrondissement de Paris ont fait une découverte qui allait rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de la capitale française. Derrière un mur de plâtre, parfaitement dissimulé depuis plus de 2 décennies, se trouvait une valise en cuir rouge. À l'intérieur, des vêtements d'enfants parfaitement conservés, des jouets des années 80 et surtout une carte d'identité au nom d'Alexandre Vaillant, 12 ans, disparu sans laisser de traces le 15 septembre 1990. Comment cette valise a-t-elle pu rester cachée pendant 21 ans exactement? Et que contenait-elle d'autre qui allait bouleverser la vie de dizaines de personnes et révéler l'un des secrets les plus sombres de l'industrie du spectacle française? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut remonter à la France de la fin des années 80. Paris vivait alors une époque dorée pour la télévision et le cinéma français. Les productions pour enfants connaissaient un essor remarquable, avec des émissions comme Récréa 2 et Club Dorothée qui faisaient rêver toute une génération. C'est dans ce contexte qu'Alexandre Vaillant était devenu, à seulement 10 ans, l'un des visages les plus reconnaissables du petit écran français. Alexandre était né le 3 mai 1978 à Boulogne-Billancourt, dans une famille de classe moyenne. Son père, Jean-Claude Vaillant, travaillait comme comptable dans une entreprise de textile du 15e arrondissement, tandis que sa mère, Marie Vaillant, était infirmière à l'hôpital Necker. Rien ne prédestinait ce petit garçon aux cheveux châtains et aux yeux verts à devenir une célébrité, si ce n'est un hasard du destin. En 1988, alors qu'Alexandre n'avait que 10 ans, sa mère l'avait accompagné à un casting pour une publicité de céréales. Le directeur de casting, séduit par le naturel et la spontanéité de l'enfant, l'avait immédiatement retenu. Cette première expérience avait ouvert les portes d'un monde que la famille Vaillant ne connaissait pas, celui du spectacle. Très rapidement, Alexandre avait décroché des rôles dans plusieurs films français. Il avait notamment joué le fils de Gérard Depardieu dans Les Enfants du Marais en 1988, puis avait tenu le rôle principal dans Mon petit frère, un film dramatique qui avait remporté un succès critique notable. Mais c'est surtout son rôle dans l'émission Les Mercredis d'Alexandre, sur Antenne 2, qui l'avait rendu véritablement populaire auprès du public français. Cette émission, diffusée tous les mercredis après-midi, mélangeait sketchs humoristiques, chansons et jeux interactifs avec de jeunes téléspectateurs. Alexandre y incarnait un personnage attachant, celui d'un enfant curieux qui découvrait le monde avec émerveillement. L'émission connaissait un succès phénoménal, avec plus de 2 millions de téléspectateurs chaque semaine. Cependant, derrière cette réussite apparente, la famille Vaillant commençait à ressentir une pression grandissante. Les horaires de tournage étaient éprouvants pour un enfant de son âge, et Alexandre montrait parfois des signes de fatigue. Marie Vaillant se souvient encore aujourd'hui des changements subtils qu'elle avait remarqués chez son fils durant l'été 1990. Il était devenu plus silencieux, moins spontané, confie-t-elle aujourd'hui, la voix encore brisée par l'émotion. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée de tournage, il répondait par des monosyllabes. Ce n'était plus le petit garçon bavard que j'avais connu. Les studios de télévision d'Antenne 2 se trouvaient alors rue Cognac-Jay, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est dans ce bâtiment imposant, avec ses couloirs interminables et ses nombreuses salles de réunion, qu'Alexandre passait désormais la majorité de son temps. Les productions télévisuelles de l'époque fonctionnaient selon des codes bien établis, et les enfants acteurs évoluaient dans un environnement où les adultes détenaient tous les pouvoirs de décision. Le 15 septembre 1990 était un samedi. Alexandre avait terminé sa semaine de tournage le vendredi et devait se rendre au studio pour une séance de photos promotionnelles prévue à 14h. Cette séance était organisée par Marc Fontaine, le producteur exécutif de l'émission,
un homme de 45 ans qui avait bâti sa carrière dans l'industrie télévisuelle française depuis les années 70. Marie Vaillant avait accompagné son fils comme à son habitude. Elle se souvient parfaitement de cette journée car elle avait prévu d'emmener Alexandre chez le coiffeur juste après la séance photo. Il avait les cheveux qui lui tombaient sur les yeux et Marc Fontaine avait insisté pour qu'il soit impeccable pour les photos, raconte-t-elle. La séance photo s'était déroulée normalement dans le studio 3 du bâtiment. Vers 16h30, Marc Fontaine avait annoncé à Marie qu'ils avaient terminé plus tôt que prévu, mais qu'il souhaitait garder Alexandre encore 1 heure pour revoir avec lui le script de la prochaine émission. C'était habituel, explique Marie. Marc préparait souvent les enfants en leur expliquant leurs répliques à l'avance. Marie était donc partie faire quelques courses dans le quartier, laissant Alexandre sous la supervision de l'équipe de production. Elle devait revenir le chercher vers 18h05. Quand elle est revenue au studio à l'heure convenue, le gardien lui a dit qu'Alexandre était déjà parti. « Je n'ai pas compris tout de suite », se souvient Marie. « J'ai pensé qu'il y avait eu un malentendu, que quelqu'un l'avait ramené à la maison. Mais quand j'ai appelé chez nous, Jean-Claude m'a dit qu'Alexandre n'était pas rentré. C'est à ce moment-là que la panique a commencé. » Marie est retournée dans les studios, mais la plupart des bureaux étaient déjà fermés. Elle a réussi à joindre Marc Fontaine chez lui vers 19h30. Ce dernier lui a expliqué qu'Alexandre était parti vers 17h15, disant qu'il avait rendez-vous avec sa mère dans le hall d'entrée. « Mais je n'avais jamais dit ça, » insiste Marie. « Je devais venir le chercher au studio, comme toujours. » Alexandre le savait parfaitement. Jean-Claude Vaillant avait immédiatement contacté la police. L'inspecteur Laurent Mercier du commissariat du 7e arrondissement avait été chargé de l'enquête. Dès le dimanche matin, une battue avait été organisée dans le quartier, impliquant plus de 50 policiers et de nombreux volontaires. Les témoignages recueillis ce jour-là étaient contradictoires. Le gardien des studios, Henri Dupont, affirmait avoir vu Alexandre sortir seul du bâtiment vers 17h15, portant sa veste en jean et son sac à dos rouge. Mais une passante, Madame Leblanc, qui promenait son chien rue Cognac-Jay vers la même heure, certifiait avoir vu un enfant correspondant à la description d'Alexandre monter dans une Peugeot 505 blanche. Le problème, c'est que nous n'avons jamais pu identifier cette voiture, explique aujourd'hui Laurent Mercier, maintenant retraité. Nous avons vérifié tous les propriétaires de Peugeot 505 blanche dans un rayon de 50 km. Aucun lien avec Alexandre ou sa famille. L'enquête s'est rapidement orientée vers l'entourage professionnel d'Alexandre. Marc Fontaine avait été interrogé à plusieurs reprises, ainsi que tous les membres de l'équipe technique présents ce jour-là. Leurs alibis avaient été vérifiés et confirmés. Gérard Lemoine, le réalisateur de l'émission, se trouvait en déplacement à Cannes pour le MIPCOM, le marché international des programmes de télévision. Les jours suivants, l'affaire avait pris une dimension médiatique considérable. La photo d'Alexandre avait été diffusée dans tous les journaux télévisés et placardée dans tout Paris. Des centaines d'appels avaient afflué au commissariat, mais aucune piste sérieuse n'avait émergé. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la disparition de sa valise, confie Laurent Mercier. Marie Vaillant nous avait dit qu'Alexandre avait emporté sa petite valise rouge le matin, celle qu'il utilisait pour transporter ses affaires de rechange et ses jouets. Cette valise n'a jamais été retrouvée avec lui. Les semaines qui ont suivi la disparition d'Alexandre ont transformé la vie des Vaillant en cauchemar permanent. Jean-Claude avait pris un congé sans solde pour se consacrer entièrement aux recherches, parcourant les rues de Paris avec des photos de son fils, interrogeant commerçants et passants. Marie, de son côté, avait maintenu un contact quotidien avec la police, appelant l'inspecteur Mercier plusieurs fois par jour pour savoir s'il y avait du nouveau. « J'avais l'impression que si j'arrêtais de chercher, même 1 minute, j'abandonnerais Alexandre », confie-t-elle. La maison familiale de Boulogne-Billancourt était devenue un point de ralliement pour journalistes et curieux. Les Vaillant avaient dû faire appel à des amis pour filtrer les appels téléphoniques, dont certains étaient des canulars cruels. Des gens appelaient en prétendant avoir vu Alexandre, parfois même en se faisant passer pour lui.
raconte Jean-Claude, encore bouleversé par ses souvenirs. L'émission Les Mercredis d'Alexandre avait été suspendue dès la semaine suivant la disparition. Antenne 2 avait diffusé un communiqué exprimant son soutien à la famille et sa confiance dans le travail de la police. Marc Fontaine avait organisé une conférence de presse où il avait appelé toute personne ayant des informations à se manifester. Cependant, au fil des mois, l'attention médiatique s'était progressivement détournée de l'affaire. D'autres actualités avaient pris le relais, et le nom d'Alexandre Vaillant était peu à peu sorti des journaux. Pour ses parents, c'était un nouveau supplice. Voir leur fils tomber dans l'oubli. Le plus dur, c'était les anniversaires, se souvient Marie. Chaque 3 mai, je préparais un gâteau en me disant qu'Alexandre allait peut-être rentrer. Jean-Claude pensait que c'était malsain, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer. L'enquête officielle avait été maintenue active pendant 3 ans, jusqu'en 1993. Puis, faute de nouvelles pistes, elle avait été classée sans suite. Laurent Mercier avait été muté dans le 12e arrondissement, mais il avait conservé une copie complète du dossier chez lui. Cette affaire me hantait, avoue-t-il. Un enfant qui disparaît comme ça, sans laisser de traces, ça ne s'oublie pas. Au milieu des années 90, les Vaillant avaient tenté de reconstruire leur vie. Jean-Claude avait repris son travail, mais Marie avait démissionné de l'hôpital Necker. « Je ne supportais plus de voir des enfants tous les jours », explique-t-elle. Chaque enfant de l'âge d'Alexandre me rappelait ce que nous avions perdu. Le couple avait déménagé dans un appartement plus petit à Issy-les-Moulineaux en 1994. Ils avaient gardé la chambre d'Alexandre intacte jusqu'en 1988, date à laquelle Marie avait finalement accepté de la transformer en bureau. « J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose », dit-elle. « L'association que j'ai créée m'a sauvé la vie. » Cette association, Familles Unies, aidait les parents d'enfants disparus à naviguer dans les méandres administratifs et judiciaires. Marie y consacrait tout son temps, trouvant dans cette activité un moyen de donner un sens à sa souffrance. Si je ne pouvais pas retrouver Alexandre, au moins je pouvais aider d'autres familles, explique-t-elle. Jean-Claude, lui, avait développé une routine différente. Chaque samedi, il retournait dans le 7e arrondissement, refaisant le trajet qu'Alexandre avait emprunté le jour de sa disparition. C'était ma façon de rester connecté à lui, dit-il. J'espérais toujours découvrir quelque chose que la police avait manqué. L'industrie du spectacle, de son côté, avait continué sa route. Marc Fontaine avait poursuivi sa carrière, produisant d'autres émissions pour enfants. Gérard Lemoine était devenu un réalisateur reconnu, travaillant sur des projets plus ambitieux. Mais selon plusieurs témoignages, le nom d'Alexandre Vaillant était devenu tabou dans leur entourage professionnel. En février 2011, Madame Durand, propriétaire de l'hôtel Bellevue, situé avenue Marceau, avait décidé de rénover entièrement son établissement. Cet hôtel, construit dans les années 1920, n'avait pas subi de rénovation majeure depuis les années 70. Les travaux, dirigés par l'entreprise de bâtiments Lemercier en Fils, devaient moderniser complètement l'infrastructure. L'hôtel Bellevue occupait une position stratégique près des Champs-Élysées, dans un quartier prisé par les touristes et les hommes d'affaires. Madame Durand, qui avait hérité de l'établissement de ses parents en 1985, avait longtemps reporté ses travaux pour des raisons financières, mais la concurrence croissante l'avait finalement convaincu d'investir dans cette rénovation. Le 15 mars 2011, l'équipe d'ouvriers dirigée par Patrick Lemercier s'attaquait à la rénovation du 4e étage. Cette section de l'hôtel, composée de 8 chambres, présentait des problèmes d'humidité que l'on soupçonnait provenir d'une fuite dans les canalisations murales. Nous avons commencé par démonter les cloisons pour accéder aux tuyaux, explique Patrick Lemercier. C'est là que nous avons découvert que la configuration des murs ne correspondait pas aux plans originaux de l'hôtel. En effet, entre les chambres 412 et 414, il existait un espace d'environ 2 mètres carrés qui n'apparaissait sur aucun plan. Cet espace avait été muré avec des matériaux différents du reste du bâtiment, suggérant qu'il s'agissait d'une modification postérieure à la construction. Au début, nous avons pensé que c'était un ancien placard de service, continue Patrick. Mais quand nous avons percé le mur,
Nous avons senti une odeur de renfermé très forte. Et puis, la lampe torche a éclairé cette valise rouge. La valise se trouvait posée sur le sol de cet espace clos, parfaitement préservée malgré les 21 ans écoulés. L'absence d'humidité dans cette cavité avait permis une conservation remarquable. À côté de la valise, les ouvriers avaient également découvert un petit tabouret en plastique et quelques journaux datés de septembre 1990. Patrick Lemercier avait immédiatement contacté sa hiérarchie, qui avait à son tour prévenu Madame Durand. Cette dernière, intriguée par la découverte, avait décidé d'ouvrir la valise en présence de ses employés. Quand nous avons vu les vêtements d'enfants, et surtout cette carte d'identité, nous avons compris que nous devions appeler la police, raconte-t-elle. L'appel au commissariat du 8e arrondissement avait été passé à 16h30. L'inspecteur Sophie Blanchard, nouvellement arrivée dans le service, avait été dépêchée sur place avec son équipe technique. « Je me souviens parfaitement de cette journée, dit-elle. C'était ma première grosse affaire depuis ma mutation de Lyon. L'examen préliminaire de la valise avait révélé son contenu extraordinaire. Outre les vêtements d'Alexandre, un pull rouge, un pantalon en velours côtelé, des sous-vêtements et des chaussettes, elle contenait plusieurs objets personnels. Un carnet de notes, une Game Boy avec 2 cartouches, des photos de famille et surtout une enveloppe Kraft contenant des documents que personne n'attendait. Dès que j'ai vu le nom sur la carte d'identité, j'ai su que cette affaire allait prendre une ampleur particulière, confie Sophie Blanchard. Alexandre Vaillant était un nom que tous les policiers parisiens connaissaient. Sa disparition avait marqué toute une génération d'enquêteurs. Le soir même, Sophie Blanchard avait contacté Laurent Mercier, désormais retraité mais toujours présent dans l'annuaire de la police. Il a accepté de me rencontrer le lendemain pour me transmettre toutes ses notes, dit-elle. Son aide a été précieuse pour comprendre le contexte de l'époque. La découverte de la valise avait été tenue secrète pendant les premiers jours de l'enquête. Sophie Blanchard voulait d'abord analyser tous les éléments avant de contacter les parents d'Alexandre. « J'avais peur de leur donner de faux espoirs », explique-t-elle. « Après tant d'années, je voulais être sûre d'avoir quelque chose de solide à leur apporter. » L'analyse des vêtements avait confirmé qu'ils appartenaient bien à Alexandre. Marie Vaillant avait formellement identifié le pull rouge qu'elle avait tricoté elle-même pour son fils. Mais c'est l'examen des documents contenus dans l'enveloppe Kraft qui avait véritablement stupéfié les enquêteurs. Le carnet de notes d'Alexandre, écrit de sa main enfantine, contenait des annotations troublantes. On y trouvait des noms d'adultes accompagnés de commentaires cryptiques. Monsieur F. On toujours des câlins bizarres. GL me regarde bizarrement sous la douche. L'homme au costume gris. Photo dans son bureau. Plus troublante encore, le carnet contenait des dates et des lieux précis. Jeudi 6 septembre, réunion bureau, Monsieur F. Il m'a montré des photos d'autres enfants. Vendredi 7 septembre, GL. M'a demandé de rester après le tournage. Il m'a dit que c'était notre secret. L'enveloppe contenait également 6 photographies en noir et blanc, visiblement prises en cachette. Ces photos montrèrent des hommes en costume dans ce qui semblait être des bureaux ou des salles de réunion. Sur l'une d'entre elles, on distinguait clairement le profil de Marc Fontaine en conversation avec un homme non identifié. Ces photos avaient été prises par un appareil photo jetable, explique Sophie Blanchard. Alexandre avait manifestement documenté ses rencontres avec ces adultes. C'était un comportement exceptionnellement mature pour un enfant de 12 ans. L'enquête avait pris une nouvelle dimension. Sophie Blanchard avait discrètement interrogé d'anciens collègues d'Alexandre dans l'industrie du spectacle. Plusieurs témoignages avaient émergé, confirmant que le comportement de certains adultes autour des enfants acteurs était pour le moins questionnable. Sylvie Moreau, ancienne script de l'émission Les Mercredis d'Alexandre, avait accepté de témoigner sous condition d'anonymat. Il y avait une ambiance malsaine autour des enfants, avait-elle confié. Marc Fontaine organisait souvent des réunions privées avec eux. Il disait que c'était pour les préparer psychologiquement à leur rôle. Un autre témoignage était venu d'un ancien technicien son, Robert Saunier, qui avait travaillé sur plusieurs productions impliquant des enfants.
Gérard Lemoine avait des habitudes étranges, avait-il révélé. Il insistait toujours pour être présent quand les enfants se changeaient, soi-disant pour vérifier leur costume. Ces révélations avaient poussé Sophie Blanchard à examiner d'autres cas d'enfants acteurs de l'époque. Elle avait découvert que 3 autres enfants ayant travaillé avec Marc Fontaine et Gérard Lemoine avaient présenté des troubles comportementaux dans les mois suivant leur collaboration. L'un d'eux, maintenant adulte, avait accepté de témoigner. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé, mais quand j'ai appris pour Alexandre, j'ai compris que je devais le faire. Ces hommes profitaient de notre jeunesse et de notre naïveté. Le 25 mars 2011, Sophie Blanchard avait finalement contacté Marie et Jean-Claude Vaillant. La rencontre avait eu lieu dans les bureaux du commissariat du 8e arrondissement en présence d'une psychologue spécialisée dans l'accompagnement des familles de victimes. Quand elle nous a montré la valise, j'ai immédiatement reconnu tous les affaires d'Alexandre, se souvient Marie. Mais quand elle nous a parlé du contenu du carnet, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Jean-Claude avait eu une réaction différente. J'ai d'abord ressenti une colère immense, puis une forme de soulagement. Enfin, nous allions peut-être savoir ce qui était arrivé à notre fils. La phase suivante de l'enquête avait consisté à localiser Marc Fontaine et Gérard Lemoine. Marc Fontaine dirigeait désormais une société de production audiovisuelle à Neuilly-sur-Seine. Gérard Lemoine, lui, s'était installé dans le sud de la France et réalisait des documentaires pour des chaînes de télévision régionales. Le 2 avril 2011, Sophie Blanchard avait organisé une opération coordonnée impliquant les polices de Paris, de Neuilly-sur-Seine et de Nice. À 6h du matin, Marc Fontaine et Gérard Lemoine avaient été simultanément interpellés à leur domicile. La perquisition du bureau de Marc Fontaine avait révélé un véritable trésor de preuves. Dans un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque, les enquêteurs avaient découvert des centaines de photographies d'enfants en situation compromettante, des lettres manuscrites décrivant des rencontres spéciales avec de jeunes acteurs et surtout un agenda détaillé couvrant la période 1985-1992. Cet agenda était un véritable journal de bord de ses activités criminelles, explique Sophie Blanchard. Il y notait méticuleusement ses rendez-vous avec des enfants, utilisant un code simple mais efficace. L'entrée du 15 septembre 1990 était particulièrement révélatrice. AV 17h. Conversation importante, solution définitive si nécessaire. Cette note était suivie d'un numéro de téléphone et d'une adresse dans le 16e arrondissement. Confronté à ces preuves, Marc Fontaine avait d'abord nié en bloc, mais quand Sophie Blanchard lui avait présenté les photos du carnet d'Alexandre, il avait fini par craquer. « J'ai vu ce petit garçon prendre des photos pendant nos réunions », avait-il avoué. « Et j'ai compris qu'il avait découvert nos activités. » Les activités en question constituaient un réseau organisé d'exploitation sexuelle d'enfants acteurs. Marc Fontaine et Gérard Lemoine, avec la complicité de plusieurs autres adultes de l'industrie du spectacle, avaient mis en place un système permettant d'identifier et d'exploiter les enfants les plus vulnérables. Ils profitaient de leur position d'autorité pour isoler les enfants de leurs parents, explique Sophie Blanchard. Ils organisaient des séances de photos prétendument professionnelles, des répétitions privées, des déplacements soi-disant nécessaires pour la carrière de l'enfant. Gérard Lemoine, de son côté, avait adopté une stratégie différente lors de son interrogatoire. Il avait immédiatement accusé Marc Fontaine d'être le cerveau de l'opération, se présentant comme une victime de manipulation. « Marc me faisait du chantage », avait-il prétendu. Il avait des photos compromettantes de moi et menaçait de détruire ma carrière. Mais les preuves étaient accablantes. L'agenda de Marc Fontaine mentionnait régulièrement Gérard Lemoine comme un partenaire actif dans leurs activités. De plus, la perquisition du domicile de Gérard Lemoine avait révélé une collection de films et de photos similaires à celles trouvées chez Marc Fontaine. Le moment le plus troublant de l'enquête était venu avec la découverte du lieu mentionné dans l'agenda de Marc Fontaine. L'adresse du 16e arrondissement
correspondait à un appartement que Marc Fontaine louait sous un faux nom depuis 1989. Cet appartement, situé dans un immeuble bourgeois de la rue de la Pompe, servait de lieu de rendez-vous pour le réseau. Quand nous avons fouillé cet appartement, nous avons trouvé des traces de rénovation récentes dans l'une des chambres, raconte Sophie Blanchard. Le parquet avait été changé en octobre 1990, soit un mois après la disparition d'Alexandre. L'analyse du nouveau parquet avait révélé des traces de sang sous les lattes. L'ADN correspondait à celui d'Alexandre, confirmé par des échantillons prélevés sur ses vêtements personnels conservés par ses parents. Face à cette preuve irréfutable, Marc Fontaine avait finalement avoué. Le 15 septembre 1990, il avait effectivement emmené Alexandre dans cet appartement sous prétexte d'une séance photo spéciale. « Je voulais juste lui parler », avait-il prétendu, lui expliquer qu'il devait arrêter de prendre des photos. Mais Alexandre avait refusé. Pire, il avait menacé de tout raconter à ses parents et à la police. Il m'a dit qu'il avait déjà caché des preuves en sécurité, avait avoué Marc Fontaine. Il était plus malin que je ne le pensais. La suite des événements, selon les aveux de Marc Fontaine, avait basculé dans l'horreur. Face aux menaces d'Alexandre, il avait pris peur et l'avait frappé avec un objet lourd. « Je ne voulais pas le tuer », avait-il plaidé. C'était un accident. Gérard Lemoine était arrivé dans l'appartement peu après. Ensemble, ils avaient décidé de faire disparaître le corps d'Alexandre. « Nous avons paniqué », avait admis Gérard Lemoine. « Nous savions que sa disparition créerait un scandale, mais nous ne pouvions pas prendre le risque qu'il parle. » Le corps d'Alexandre avait été enterré dans le jardin de la maison secondaire de Gérard Lemoine, en Normandie. La valise d'Alexandre, avec ses affaires personnelles et surtout les preuves qu'il avait rassemblées, avait été murée dans l'hôtel Bellevue par un complice du réseau qui travaillait dans le bâtiment. Il pensait que la valise ne serait jamais découverte, explique Sophie Blanchard. L'hôtel était un endroit parfait pour cacher des preuves. Qui aurait l'idée de rénover un mur au 4e étage d'un vieil hôtel parisien? Les aveux de Marc Fontaine et Gérard Lemoine avaient permis de reconstituer précisément les dernières heures d'Alexandre Vaillant. Le 15 septembre 1990, après la séance photo officielle, Marc Fontaine avait effectivement proposé à Alexandre de l'emmener dans un studio privé pour des photos plus artistiques. Alexandre, habitué à faire confiance aux adultes de son entourage professionnel, avait accepté. Mais contrairement à ce que Marc Fontaine espérait, Alexandre n'était pas un enfant naïf. Depuis plusieurs semaines, il avait commencé à comprendre que les comportements de certains adultes autour de lui n'étaient pas normaux. Son carnet de notes le prouvait. Il documentait méticuleusement chaque situation qui le mettait mal à l'aise. Alexandre était un enfant exceptionnellement intelligent, confirme Marie Vaillant. Il avait toujours eu cette capacité à observer et à analyser les situations. Même petit, il posait des questions très pertinentes sur le comportement des gens. L'enquête avait révélé qu'Alexandre avait confié ses inquiétudes à une camarade de classe, Émilie Durand, quelques jours avant sa disparition. Il m'avait dit que des adultes à la télévision lui demandaient de faire des choses bizarres, témoigne aujourd'hui Émilie, devenue institutrice. Il m'avait montré son carnet et dit qu'il allait tout raconter à ses parents après les vacances. Cette révélation avait bouleversé Marie et Jean-Claude Vaillant. Nous nous sommes rendus compte qu'Alexandre essayait de nous protéger, explique Jean-Claude. Il ne voulait pas nous inquiéter avec ses soupçons. Il préférait d'abord rassembler des preuves concrètes. L'appartement de la rue de la Pompe avait livré d'autres secrets troublants. Outre les traces du crime, les enquêteurs avaient découvert un système d'enregistrement sophistiqué dissimulé dans les murs. Marc Fontaine filmait secrètement ses séances avec les enfants, constituant ainsi une archive de ces crimes qui servait également de moyen de chantage. Cette découverte nous a permis d'identifier d'autres victimes, explique Sophie Blanchard. Nous avons trouvé des enregistrements impliquant au moins 12 enfants différents sur une période de 5 ans. Le réseau était plus étendu qu'initialement supposé. Les investigations avaient révélé l'implication de 6 autres adultes, 2 autres producteurs,
un directeur de casting, un photographe professionnel, un chauffeur qui transportait les enfants et un propriétaire d'hôtel qui mettait des chambres à disposition. La reconstitution des événements du 15 septembre 1990 avait été particulièrement éprouvante pour tous les participants. Dans l'appartement de la rue de la Pompe, Marc Fontaine avait détaillé ses derniers moments avec Alexandre. Quand Alexandre a compris où nous étions vraiment, il a changé d'attitude, avait raconté Marc Fontaine. Il m'a dit qu'il avait caché sa valise avec toutes ses preuves dans un endroit sûr, et que si quelque chose lui arrivait, ses parents la trouveraient. Cette déclaration d'Alexandre avait terrifié Marc Fontaine. Il réalisait que l'enfant avait non seulement documenté ses activités, mais qu'il avait également pris des précautions pour se protéger. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je sais ce que vous faites aux enfants, et maintenant tout le monde va le savoir », avait avoué Marc Fontaine. C'est à ce moment-là que la situation avait dégénéré. Marc Fontaine, pris de panique, avait frappé Alexandre avec un presse-papiers en bronze qui se trouvait sur le bureau. L'enfant était tombé et avait heurté violemment le coin d'une table basse. « Il y avait du sang partout », avait décrit Marc Fontaine. « J'ai compris immédiatement qu'il était mort. » Gérard Lemoine était arrivé environ 1 heure plus tard, alerté par un appel affolé de Marc Fontaine. Ensemble, ils avaient nettoyé l'appartement et transporté le corps d'Alexandre dans la voiture de Gérard Lemoine, une Peugeot 505 blanche, confirmant ainsi le témoignage de Madame Leblanc, qui avait vu un enfant monter dans une voiture de ce modèle. « Nous avons roulé jusqu'en Normandie cette nuit-là », avait avoué Gérard Lemoine. « J'avais une maison secondaire près de Deauville, héritée de mes parents. Nous avons enterré Alexandre dans le jardin, sous un vieux chêne. La valise d'Alexandre avait posé un problème différent. Elle contenait les preuves que l'enfant avait rassemblées contre eux, mais aussi ses affaires personnelles que ses parents reconnaîtraient immédiatement. Nous ne pouvions pas la jeter n'importe où, avait expliqué Marc Fontaine. Si elle était découverte, elle nous mènerait directement à nous. C'est là qu'était intervenu le 3e complice du réseau, Antoine Mercier, un entrepreneur en bâtiment qui avait des contrats avec plusieurs hôtels parisiens. Antoine avait accès à l'hôtel Bellevue dans le cadre de travaux de maintenance réguliers. Il a profité d'une intervention pour créer ce faux mur, avait expliqué Sophie Blanchard. C'était un travail professionnel parfaitement invisible. Antoine Mercier avait été arrêté le 8 avril 2011, après les aveux de Marc Fontaine. Confronté aux preuves, il avait rapidement avoué son rôle dans la dissimulation de la valise. « Je pensais que c'était juste pour cacher des documents compromettants », avait-il prétendu. « Je ne savais pas qu'un enfant avait été tué. » Le 12 avril 2011, une expédition judiciaire s'était rendue dans la propriété de Gérard Lemoine, en Normandie. Guidés par ces indications précises, les enquêteurs avaient localisé la sépulture d'Alexandre sous le chêne centenaire, exactement comme il l'avait décrit. Quand nous avons exhumé les restes d'Alexandre, j'ai pensé à ses parents, confie Sophie Blanchard. Enfin, ils allaient pouvoir faire leur deuil dignement. L'expertise médico-légale avait confirmé la version des faits donnée par Marc Fontaine. Alexandre était mort des suites d'un traumatisme crânien causé par les coups reçus et sa chute. L'examen avait également révélé des traces de sévices antérieurs, confirmant qu'Alexandre avait été victime d'agressions sexuelles avant sa mort. Pour Marie et Jean-Claude Vaillant, ces révélations avaient été un mélange de soulagement et d'horreur absolue. Apprendre qu'Alexandre était mort était terrible, mais savoir enfin ce qui lui était arrivé nous a permis de commencer à guérir, explique Marie. Le plus dur était d'imaginer sa souffrance et sa peur dans ces derniers moments. Les funérailles d'Alexandre avaient eu lieu le 25 avril 2011, soit 21 ans et 7 mois après sa disparition. La cérémonie, organisée dans l'intimité familiale, avait rassemblé une 50aine de personnes, dont plusieurs anciens collègues d'Alexandre, qui avaient souhaité lui rendre un dernier hommage. « C'était étrange d'enterrer notre fils quand il aurait eu 33 ans. » confie Jean-Claude. Mais en même temps, c'était libérateur. Nous pouvions enfin lui dire au revoir. Le procès de Marc Fontaine, Gérard Lemoine et leurs complices
s'était ouvert le 15 septembre 2012, exactement 22 ans après la disparition d'Alexandre. L'affaire avait été jugée en cour d'assises de Paris, avec un retentissement médiatique considérable. Marc Fontaine avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur mineur de 15 ans avec circonstances aggravantes. Gérard Lemoine avait écopé de 25 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre et agression sexuelle sur mineurs. Antoine Mercier et les autres complices avaient reçu des peines allant de 8 à 15 ans de prison. La justice a été rendue, mais elle ne nous rendra jamais Alexandre, avait déclaré Marie Vaillant à la sortie du tribunal. Au moins, d'autres enfants seront protégés grâce à cette affaire. L'impact de l'affaire Alexandre Vaillant avait dépassé le cadre judiciaire. Elle avait révélé les dysfonctionnements profonds de l'industrie du spectacle française dans les années 80-90, notamment le manque de protection des enfants acteurs. Suite à cette affaire, de nouvelles réglementations avaient été mises en place pour encadrer le travail des mineurs dans l'audiovisuel. Cette affaire a servi de catalyseur pour repenser complètement la protection de l'enfance dans notre secteur, explique Martine Dubois, aujourd'hui déléguée générale du syndicat des producteurs audiovisuels. Nous avons mis en place des protocoles stricts, des formations obligatoires et des contrôles réguliers. L'association Familles Unies, créée par Marie Vaillant, avait connu un développement considérable après le procès. Elle accompagne aujourd'hui plus de 200 familles d'enfants disparus et a contribué à résoudre plusieurs autres affaires grâce aux méthodes développées durant l'enquête sur Alexandre. Le travail de documentation qu'Alexandre avait commencé nous a inspirés, explique Marie. Nous encourageons maintenant tous les enfants à tenir un journal de leurs activités, particulièrement quand ils évoluent dans des environnements à risque. Quant à l'hôtel Bellevue, il a été entièrement rénové et rebaptisé Hôtel Alexandre en mémoire du petit garçon. Madame Durand avait souhaité que cette tragédie ne soit pas oubliée. Une plaque discrète dans le hall rappelle qu'Alexandre Vaillant a contribué, par son courage et sa détermination, à protéger d'autres enfants. Alexandre était un petit garçon exceptionnel, conclut Sophie Blanchard. À 12 ans, il avait compris qu'il devait rassembler des preuves pour se protéger et protéger les autres. Son intelligence et sa maturité ont permis de démanteler un réseau criminel qui aurait pu continuer à faire des victimes pendant des années. Aujourd'hui, Marie et Jean-Claude Vaillant vivent toujours à Issy-les-Moulineaux. Ils ont transformé leur douleur en force au service des autres familles. Chaque 15 septembre, date de la disparition d'Alexandre, ils organisent une journée de sensibilisation à la protection de l'enfance. Alexandre nous a quittés en essayant de faire le bien, dit Marie. C'est comme ça que nous voulons nous souvenir de lui. Non pas comme une victime, mais comme un petit héros qui a révélé la vérité. L'affaire Alexandre Vaillant restera dans les annales judiciaires françaises comme l'une des enquêtes les plus complexes et les plus émouvantes de ces dernières décennies. Elle illustre à la fois l'horreur dont peuvent être capables certains adultes, mais aussi le courage extraordinaire d'un enfant qui a refusé de se taire face à l'injustice. Si Alexandre pouvait voir ce qui s'est passé après sa mort, je pense qu'il serait fier, conclut Jean-Claude. Sa valise, cachée pendant 21 ans, a finalement parlé pour lui. Et grâce à cela, justice a été rendue. Cette affaire nous montre comment un enfant courageux, face à des adultes malveillants, a trouvé la force de documenter leurs crimes malgré son jeune âge. La découverte de sa valise, 21 ans plus tard, prouve que la vérité finit toujours par éclater, même quand tout semble perdu. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Avez-vous remarqué les signes qu'Alexandre laissait transparaître de sa détresse? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce type d'affaires.